Bonjour à toutes et à tous je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui est consacré ce soir à la poursuite d'études après un BTSA dans l'enseignement supérieur agricole et en particulier dans un cursus d'ingénieur agro. Alors l'objectif de ce temps d'échange, c'est de mettre en lumière une voie qui gagne à être beaucoup mieux connue que ce qu'elle est. C'est le passage du BTSA vers les formations d'ingénieurs agro. Cette démarche est un enjeu aujourd'hui qui se révèle stratégique pour les filières agricoles et alimentaires. En effet, vous le savez, l'agriculture fait face à de grands défis. La transition agroécologique, une adaptation nécessaire au changement climatique, la sécurité sanitaire, des questions de gestion durable de nos ressources, l'évolution des modèles agricoles, tous de grands défis qui exigent des professionnels d'être capables de comprendre et de piloter des systèmes complexes en combinant une vision globale, des compétences scientifiques et un fort ancrage sur le territoire. Alors pour ça, le parcours BTSA plus un enseignement supérieur agricole répond pleinement à ces exigences. Il permet d'articuler une solide expérience pratique avec des outils d'analyse, de gestion et d'innovation qui sont indispensables pour accompagner les transformations qui sont en cours dans notre monde. Donc ce webinaire ce soir, il réunit des témoignages variés, témoignages d'étudiants, d'alumni, des représentants d'établissements et le service des concours. Leurs retours d'expérience vous éclaireront en ce qui concerne les modalités d'accès, les accompagnements qui existent aujourd'hui, ainsi que les perspectives professionnelles offertes par ce continuum de formation. Donc, ce que voulais vous dire, c'est qu'en choisissant de devenir ingénieur agronome, vous choisissez bien plus qu'une école. Vous choisissez une formation complètement connectée au terrain, en lien avec les acteurs des filières agricoles et agroalimentaires. Nous espérons que cette rencontre vous permettra de mieux appréhender cette voie de recrutement et de vous projeter vers des études qui ouvrent de réelles perspectives pour agir au cœur des enjeux agricoles, ceux d'aujourd'hui et surtout ceux de demain. Je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup Mireille pour tes mots d'introduction. Et pour entrer dans le vif du sujet, je vais demander à Adeline de monter sur scène. L'idée, c'est pendant les 45 minutes qui suivent, c'est de vous partager un certain nombre de parcours, que ce soit des étudiants ou des alumni. Et pour commencer avec Adeline, tout simplement, je voudrais que tu me parles de la photo que tu as choisie. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, Julien, pour le privilège de passer dans cette interview. Du coup, les photos que j'ai choisies, la première, c'est lorsque j'étais en stage dans une cuisine alimentaire à Nantes, dans le cadre de mon stage. Et les trois autres photos, c'est lorsque j'étais en Corse, en voyage d'études en BTS, première année. Première question, Aline, pourquoi tu as voulu devenir ingénieur agro? Devenir ingénieur agro a été mon désir depuis la classe de première, terminale par là. C'est vrai que dès le départ, je voulais juste faire BTS, mais après, j'ai été motivée par mes amis, ma famille également, parce que se limiter juste au BTS, en fait, ils m'ont dit c'est plus restreint. Et m'orienter en fait vers le cycle ingénieur, ça me permettait en fait de toucher beaucoup de domaines et c'était plus concret en fait. Donc c'est ma motivation en fait pour être ingénieur. Alors aujourd'hui, tu es dans quelle école? Actuellement, je suis à Oniris à Nantes, campus ingénieur et ça se passe très bien. Et alors, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu ton quotidien? Qu'est-ce qui te motive à participer parce que si je dis pas de bêtises, toi, tu as choisi la voie apprentissage. Oui, c'est ça. Côté école, ce qui me plaît bien, c'est le fait d'avoir des matières vraiment diversifié et vraiment concret également. C'est-à-dire, par exemple, si on nous donne un projet, c'est un projet qui va aboutir à quelque chose de concret, contrairement en fait à ce qu'on faisait avant. C'était, oui, un peu concret, mais c'était pas vraiment assez concret en fait. Et du côté de l'entreprise, j'aime tellement le côté entreprise parce que c'est en lien en fait avec les cours qu'on fait. Et en réalité, j'apprends tous les jours et j'apprends aussi à m'intégrer en fait dans le monde du travail. Donc, je trouve ça, le cycle en fait d'alternance est vraiment
un équilibre en fait entre l'école et le monde du travail. L'entreprise que tu as choisie, du coup, elle est en lien avec l'agroalimentaire et concrètement, comment ça se passe? Concrètement, je fais des missions, c'est-à-dire actuellement je suis en qualité. C'est vrai que je sais pas si tout le monde connaît la qualité du coup dans ceux qui sont là. Dans la qualité, c'est tout ce qui est vérification des produits de la conformité, des produits par rapport à un cahier de charge. Et nous sommes en fait, moi je suis du service qualité et ma mission actuellement, c'est la qualification par exemple des produits qui sont utilisés dans l'entreprise et c'est pour une certification après et c'est ça. Là, tu interviens devant près de 200 étudiants en BTS, BTSA. Si tu te remets à leur place, quelle info, conseil, astuce t'aurais voulu avoir pour, par rapport au parcours que tu fait maintenant et qu'est-ce qui t'a manqué comme information que tu aurais voulu avoir? Les conseils que je pourrais donner, c'est être curieux ou curieuse, vraiment chercher à plus connaître et à se dire en fait, et avoir un esprit humble en fait, donc pour pouvoir apprendre des autres. Avoir également un esprit vraiment d'équipe parce qu'on ne peut pas faire un projet seul et se dire oui, je suis le génie, je vais y arriver. Non, mais tout se fait en groupe. Et ne pas vite, pardon, se spécialiser dès le départ. Ne pas se dire, par exemple, je vais faire la production, la qualité ou l'amélioration continue, par exemple, mais vraiment s'ouvrir et peut-être en deuxième ou troisième année, bon, chercher une spécialisation parce que le cycle ingénieur est vraiment vaste. Et se spécialiser dès le départ peut en fait bloquer des personnes. C'est ça. Alors, je vois quelques questions dans le chat. Alors, n'hésitez vraiment pas, même c'est sûr, il faut passer par l'onglet QR pour qu'on puisse euh, répondre au mieux à vos questions. Donc, selon les configurations, il est accessible avec les trois petits points de l'interface Zoom. Donc, c'est Q et R, questions-réponses. On abordera un certain nombre d'éléments de la construction de notre dossier à la fin de ce webinaire avec Stéphane Le Brigand. Et là, pendant 45 minutes, on va discuter avec 5 étudiants alumni de leur parcours. Alors, question pour toi, Adeline. Dans Oui. quelle entreprise fais-tu ton alternance? Je suis à Entremont, à Montauban de Bretagne, à 30 minutes de Rennes, et ils produisent pardon de l'emmental. Eh bien, si vous avez des questions pour Adeline, vous pouvez donc les poser dans questions-réponses. Mais en attendant, alors quel BTS a fait Adeline? J'ai fait un BTS-A, STA à Oniris aussi, et ensuite je suis allée faire une année de prépa à Oreux. Parfait. Mais ça, on aura l'occasion avec tout à l'heure d'avoir une intervention après sur les classes agro-véto, maintenant qui sont D'accord. des dispositifs post-BTSA et BTS. Euh, En attendant d'autres questions, ah ben, que fais-tu comme travail en alternance? Alors, je te laisse répondre, même si tu as parlé un peu de qualité, peut-être de développer un petit peu tes missions. Ok, pour mes premières missions, c'est vrai que j'ai jamais fait de l'alternance et j'ai fait une première période en entreprise et pour mes premières missions, c'était la qualification des produits de nettoyage utilisés dans l'entreprise pour les laveuses bacs. Et la deuxième mission, ça concerne, pardon, la communication en fait dans l'entreprise selon différents services. Par exemple, si on parle du port des EPI, c'est vraiment adapter en fait les EPI en fonction des services. Par exemple, les personnes qui sont en production ne vont pas s'habiller de la même manière, par exemple, que les personnes qui sont en maintenance. Et c'est vraiment euh, passer de la bonne manière l'information aux nouveaux arrivants, par exemple, dans l'entreprise. C'est ça ma deuxième mission pour l'instant. Merci. Une autre question, oui, de repréciser, c'est vrai que tu n'as pas précisé, donc d'une part, tu es en première année, donc je vais répondre parce qu'une question Oui, demande tu es en quelle année, et comment se passe le rythme en alternance, le nombre de semaines de cours et le nombre de semaines en entreprise? à Oniri, c'est pas fixe en fait. Je sais que pour ma première période, j'ai fait 7 semaines à l'école, pardon. Ensuite, j'ai fait 3 semaines en entreprise et là, je repars pour 5 semaines à l'école. Et je vais repartir en entreprise pour 3 semaines et après, ça va changer de rythme. C'est-à-dire, je vais faire 3 semaines à l'école
et ensuite 5 semaines en entreprise. Et en tout, sur une année, j'ai 27 semaines à l'école et 26 semaines en entreprise. Merci. Et une dernière question, Adeline de Yuna. Comment tu t'es préparée au concours et les conseils que tu pourrais donner à tous ceux qui nous écoutent sur les épreuves écrites et orales? Comment je me suis préparée? Premièrement, beaucoup lire les actualités, écouter les actualités. Je cherchais vraiment aussi à être bon et bonne en anglais. Pour les autres épreuves, c'est vraiment chercher à se concentrer, ne pas s'éparpiller en fait, ne pas savoir quoi faire en fait au bon moment. Et en termes de dossier, bon, moi j'ai eu pas mal de bonnes notes du coup en terminale et en BTS, donc ça m'a aussi favorisé pour le concours. Parce qu'il y a une partie en fait qui est côté épreuve, mais il y a l'autre partie en fait qui est, si je ne me trompe pas, côté dossier en fait, donc tout ce que personne n'a eu avant d'être en concours. Pour préciser toujours, tu es bien passé par le concours apprentissage. Oui, Voilà. non, au Non? départ c'était pas ça. Et alors, t'es passé du coup par une classe agro-veto, c'est ça? Une Oui, APVSB? Ouais. oui, c'est ça. Parce qu'au début en fait, j'ai fait deux concours. Dans le premier concours qui me faisait passer directement en première année par apprentissage, mais je ne l'avais pas obtenu. Du coup, j'ai obtenu le deuxième concours, donc j'ai réussi le deuxième concours, ce qui m'a fait passer par la classe passerelle. Et en revenant en fait en ingé, je devais normalement faire le cycle initial, sauf qu'il y avait une possibilité en fait à Oniris de pouvoir passer du parcours initial au parcours apprentissage à condition de trouver l'entreprise. J'ai commencé à chercher l'entreprise en avril et en fin août, j'ai eu mon alternance et du coup l'école a accepté, a validé. Et alors, pour tenir le timing, si vous avez d'autres questions pour Adeline, vous les posez dans questions-réponses. Et Adeline, tu peux répondre par écrit, pareil, en ciselant une réponse. Et on verra si on a un petit temps peut-être pour reboucler un peu plus à la fin des échanges avec les étudiants et les alumni. Mais en tout cas, tu peux répondre en direct. Un grand merci pour ton témoignage, Adeline. Et je vais demander à Émilie de monter sur scène. Émilie, ouais, en préambule, je te laisse te présenter pour dire en quelle année, dans quelle école tu es. Ok. Bonsoir, je m'appelle Émilie, j'ai fait un BTS Gestion et protection de la nature en Lozère et je suis dans l'école d'agronomie de Toulouse en première année. J'ai aussi fait une classe passerelle agrovéto. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres informations? J'ai 25 ans, euh, Ben, j'ai eu mon bac en 2018 euh, et j'ai un profil un peu atypique, mais quoi, typique? c'est... Euh, ouais, j'ai pas lâché le truc et ça a marché. D'accord. Et Mais vas-y, tu peux, le, pour ouais, donner un peu en... ce qui m'a ouais, motivé à devenir ingénieur agro, ouais, bah, en fait, de base, j'étais partie sur l'animation, l'éducation de l'environnement, parce qu'un BTSA, gestion et protection de la nature, ça nous prépare à ça aussi, à être un technicien de l'environnement. Mais j'aimais bien être face au public, et j'ai fait un service civique en médiation scientifique, éducation de l'environnement. Je me suis rendu compte qu'en fait, même si on m'avait toujours orienté vers des trucs pas scientifiques, j'ai fait un bac technologique design et art appliqué. C'est-à-dire que j'ai arrêté la SVT en seconde. Et les maths, j'ai pas du tout fait le programme de général au lycée. Euh, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas si difficile, enfin, c'était possible. Et à la fin de mon service civique, je me suis dit, je vais continuer mes études, alors que j'ai parti pour, voilà, je pensais que j'avais fini, et puis au final, c'était soit une licence pro, soit tenter le concours. Euh, une licence pro coordination de projets d'éducation à l'environnement et réseau, voilà, pour travailler dans les collectivités territoriales. Et en fait, la bonne nouvelle est arrivée. Et je me suis voilà, réorientée vers voilà, ingénieur agronome, mais avec un intérêt marqué pour l'aménagement du territoire. Donc c'est assez spécifique. Euh,
Oui, c'est vraiment ce qui me plaît dans tout ça, en fait. C'est ce qui me motive de résoudre des problèmes complexes, de conduire des projets, enfin, de coordonner les acteurs du territoire. Enfin, plus c'est difficile, plus ça me plaît. Enfin, j'aime bien les challenges. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus étonné entre effectivement la classe agro-véto puis l'entrée là à l'agro-Toulouse, même si ça fait que quelques mois? Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé. Déjà, on était 13 en classe passerelle à Toulouse. J'étais au lycée agricole juste à côté de l'ANSAT. On était 13, donc on était quasiment sur du cours particulier en demi-classe. Enfin, on était des groupes de 6 et 7 en, en TP, par exemple. Donc c'était vraiment... C'était pas difficile au sens où en fait, si on est motivé, si on vient en cours, si on fait les exercices en cours, parce qu'on a beaucoup d'heures de cours, mais c'est parce qu'on fait énormément d'exercices en cours. Euh, et je suis partie de très très loin, c'est-à-dire que j'avais peut-être un niveau euh, maximum seconde en maths, dans toutes les matières scientifiques. Et j'ai réussi à avoir une moyenne générale qui est équivalente à celle de la classe à la fin de l'année, au partiel. Donc, en fait, c'est pas difficile, il faut être motivé et garder le rythme, c'est-à-dire qu'il faut avant tout bien dormir, bien manger, profiter de ce que propose l'école, le lycée agricole. Enfin, c'est manger à la cantine le soir, faire du sport avec les classes, les autres classes prépa ou les BTS. Enfin, voilà, profiter de ce qui est proposé parce que c'est proposé pour une raison, c'est pour faciliter la vie. Et là, aujourd'hui, en fait, on est passé à un rythme avec des cours en amphithéâtre. Il y a des TD où il y a entre 30 et 50 personnes. Euh, et là, du coup, les profs n'ont plus la possibilité d'avoir voilà, les yeux partout. Mais euh, si on continue à avoir la même attitude d'être motivé et aussi de poser des questions, euh, et voir à la fin des cours d'aller demander un peu plus de précision. Voilà, les profs sont bienveillants et donc il faut montrer qu'on est motivé, quoi. Mais on change d'ambiance. L'ambiance de la classe, oui, quand on est en amphi avec 120 personnes, c'est totalement différent. Tu as choisi cette photo. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi cette photo qu'on voit du coup en arrière-plan? Alors, c'était pendant ma classe passerelle. On a fait quelques sorties pour aller rencontrer des professionnels. Et là, on peut voir des animateurs, animatrices du parc naturel régional du Haut-Languedoc. Ces personnes-là nous avaient parlé de leur travail et c'était extrêmement intéressant. Mais je pense qu'en fait, moi, j'étais particulièrement à fond dedans. J'ai trouvé ça passionnant et ça correspondait pas mal à ce que j'aurais aimé faire voilà, en sortie de BTS. Il y a eu enfin, il y a eu un certain nombre d'autres sorties comme ça où j'étais très contente de voir un petit peu le monde du travail parce que c'est vrai qu'en classe passerelle, on fait beaucoup de matières scientifiques générales, on passe beaucoup de temps en classe et ça m'avait aidé à rester motivée de voir en fait genre à quoi ça menait. Oui, c'était fantastique. De la même manière, quel conseil t'aurais voulu avoir si tu avais été à la place là des étudiants qui t'écoutent, euh, des astuces, des conseils pour devenir ingénieur agro? Qu'est-ce que tu aurais aimé avoir comme info? Euh, Premièrement, essayer euh, on peut avoir l'impression qu'il y a certaines choses qui ne vont pas servir parce qu'on vise à un projet professionnel particulier, mais faut changer un petit peu cette vision et préférer un genre de schéma de compréhension du monde dans lequel on essaie de faire rentrer toutes les informations qu'on nous enseigne. Comme ça, on n'est pas en train d'exclure des informations parce qu'elles ne serviront pas au projet professionnel. Le projet professionnel peut changer et dans ce cas, on peut regretter d'avoir éliminé certaines informations qui peuvent servir. Il faut aller les réapprendre. Donc,
ayez cette vision de je veux tout comprendre. Et ça aide pas mal. Ensuite, faut pas se démotiver. C'est facile à dire comme ça, mais heu, il va y avoir des moments où c'est difficile, où en fait on a l'impression que d'autres personnes, quasiment tout le monde, comprend super bien et notamment en école, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont fait des classes préparatoires BCPST, et j'ai l'impression d'être un peu à la rame, mais j'ai pas les mots en français, mais je rame un peu derrière. Mais dans ce cas, faut pas se démotiver, faut en parler aux profs, parce que c'est pas ça se voit pas. Il y a pas une étiquette classe passerelle sur la tête qui signale à tout le monde que voilà, on n'a pas fait le parcours habituel. Donc faut le dire, faut demander, faut dire excusez-moi, j'ai pas compris, j'ai pas vu ça en classe passerelle. Enfin, voilà, on l'a vu, mais de manière très superficielle. Faut demander de l'aide. Euh, tout ce qui est assistante sociale aussi. Enfin, faut se donner les meilleures chances de réussir. Tout ce qui est les bourses, les aides au logement, l'assistance sociale, faites les démarches pour vous créer le meilleur environnement possible. Et justement, en parlant d'environnement, l'environnement de travail chez soi, mais aussi on peut aller simplement dans les bibliothèques universitaires. Si on a une qui est pas loin, ça peut être pratique. Là, je suis dans une salle de travail de la bibliothèque universitaire de l'ENSAT, mais simplement, enfin, c'est aménagé pour qu'on puisse travailler. Et quand on y va, on a vraiment envie. Ça donne envie de travailler, ça limite les options de distraction. J'ai encore deux choses que j'ai notées. Euh, la culture générale en agronomie, agriculture, gestion des milieux naturels. Euh, je trouve que ça aide pas mal. L'année dernière, j'ai aidé d'autres BTS à préparer le concours et je me suis rendu compte qu'en fait, on avait des thématiques qui étaient groupées. Donc, on a environnement au sol et puis des fois, on a des sujets transversaux. Donc, c'est important d'avoir une, une culture générale. J'ai marqué gestion des milieux naturels parce que j'ai trouvé que c'était peut-être ce qui me manquait pour les BTS agronomie culture durable. Et j'ai marqué agronomie agriculture parce que j'ai trouvé que c'était ce qui manquait pour beaucoup de BTS gestion et protection de la nature. Donc voilà, allez voir ce que les autres BTS font au cas où on aurait des sujets transversaux. Une dernière chose, une personne qui croit en nous, euh, parce que vraiment ça aide d'avoir quelqu'un dans son camp. Euh, en service civique, mon supérieur était pas, mon tuteur de service civique, il n'y croyait pas vraiment. Ma famille, pas forcément non plus. Enfin voilà, pour être honnête, moi non plus, pas vraiment. Mais je gardais espoir et j'ai bien préparé le concours. J'ai fait des sujets. Enfin, j'ai essayé, voilà, d'améliorer ma culture générale. Et j'avais euh, un, un parrain de service civique. Il y avait une association qui voilà, travaille en parallèle de l'Alliance du service civique, euh, qui m'a dit mais tu peux le faire. Enfin, c'est c'est des personnes qui sont bénévoles et qui sont là pour accompagner des jeunes à faire des choses après le service civique, des projets personnels ou continuer les études. Et ça, cette personne-là, c'était la personne qui était dans mon camp et qui m'a fait croire, qui m'a aidé à préparer l'oral. Et ouais, il n'y a plus de notes éliminatoires à ce concours. Donc, encore une fois, il ne faut pas perdre sa motivation, même si on a une note qui n'est pas super bonne à l'écrit, parce que c'est l'oral qui fait tout. Et c'est l'oral qui départage vraiment les personnes qui sont motivées et voilà, qui ont vraiment cette chose-là qui les motive à voilà, apprendre les informations qu'on leur enseigne et à s'en resservir après. Merci beaucoup pour ton témoignage, Émilie. En tout cas, ouais, l'importance d'être bien être entouré et puis effectivement de croire en soi. Moi, tu as complètement raison, Émilie. Eh bien, un grand merci. Je vais demander du coup à Abdelaziz de monter sur scène à son tour. Bonjour. Eh bien, pareil, Abdelaziz, est-ce que tu peux te présenter, dans quelle école tu es, quelle année, et est-ce que tu es apprenti ou pas aussi, voilà. Du coup, je m'appelle Abdelaziz Takpa, prénom Tapka. Ah. Euh, non, c'est pas grave. Du coup, je suis à l'Institut Agro de Montpellier.
en parcours ingénieur agro avec une spécialisation en agroalimentaire et agro-industrie. Et du coup, voilà, comme je dis, c'est ma dernière année. Donc j'ai fait un BTS, du coup c'est un parcours un peu différent, c'est un BTS mais c'est au Sénégal, en industrie agroalimentaire, suivi d'une licence pro en qualité, sécurité, environnement alimentaire. Donc par la suite, j'ai fait la première année en tronc commun à l'Institut Agro de Montpellier, anciennement Supagro. Puis la deuxième année, il fallait choisir une dominante, donc plus agroalimentaire, agronomie, recherche ou développement durable. Et là, bah, la dernière année, axée sur euh, spécialement l'agroalimentaire et l'agro-industrie avec des spécialisations en qualité, en R&D, en supply chain, amélioration continue, performance industrielle. Ce qui explique pourquoi tu as choisi cette photo. Ouais, pas forcément. Du coup, cette Hein. photo, elle est un peu particulière. Déjà, bon, j'ai un peu choisi à la dernière minute, comme vous pouvez voir, Julien. Je pense que c'était une photo de moi que je devais envoyer au début. Cette photo, déjà, c'est pour illustrer le contexte. Là, c'est une photo lors d'une de visite d'entreprise, une semaine de visite d'entreprise avec mes camarades de promo il y a quelques semaines de cela. Parler du fait que la déjà. Donc, c'est quelque chose qui permet de nous réunir, que ce soit autour voilà, de différents plats, de différents horizons. Et c'est quelque chose qui est valable justement à travers différentes cultures. Et ce jour-là, justement, en mangeant, on a commencé à se poser des questions avec un camarade à moi. On se disait, tiens, tiens, comment tu penses que cet aliment a été fait comment? Quel est le processus qui a été mis en place? Quelles sont les différentes procédures, les différentes techniques utilisées? Et voilà, la discussion a dévié et on s'est rendu compte qu'on était un peu matrixé finalement par ce qu'on faisait. Et pourquoi? C'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on aimait ce qu'on faisait. Et c'est du coup, c'est une transition qui me permet de dire que choisir l'agroalimentaire ou le monde de l'agroalimentaire, c'est il faut l'aimer avant tout. Donc, c'était un peu ça ma motivation. Donc, j'ai toujours été passionné par le vivant, donc la production alimentaire durable déjà, avec les enjeux qu'on a de nos jours. Donc l'agriculture qui est un carrefour un peu entre la nature, l'économie, la société. Et derrière, on a l'agroalimentaire et toute la chaîne qui suit. Et aussi lié au fait que l'étudiant ingénieur agro, son rôle, c'est pas juste au niveau agronomique. L'étudiant ingénieur agro, il peut intervenir partout, que ce soit auprès des agriculteurs, que ce soit au niveau de la transformation, au niveau du transport des produits, au niveau de la vente des produits et même après. Donc aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'ingénieurs agro pas se reconvertissent, mais prennent des voies totalement différentes. Donc là, j'ai des camarades à moi qui sont en agro-manager, qui font de l'achat. Moi, je suis spécialisé dans tout ce qui est qualité, un peu comme Adeline tout à l'heure, qualité, performance industrielle et supply chain. D'autres sont axés environnement, génétique, une partie technologique, terrain. Donc c'est vraiment très diversifié. Donc c'est ce qui fait un peu la particularité de ce parcours. Voilà. Et tu sais, t'es au début de ta troisième année, tu sais dans quel type de secteur tu veux travailler, dans quelle entreprise tu veux travailler quand tu auras fini ta troisième année? Dans quel type de secteur? Déjà, je me ferme pas de porte. Il y a quelque chose que je ne fais jamais, c'est de me fermer les portes ou me dire que je veux faire absolument ça. Comment j'ouvre le maximum de portes. Juste, je veux que l'entreprise où je travaille demain ait certaines valeurs. Donc, que ce soit des valeurs du point de vue environnemental, du point de vue sociétal, social, et qui ait une bonne culture d'entreprise. Parce que avant tout, travailler dans une entreprise, même si il y a le meilleur salaire possible, si derrière c'est un environnement toxique, ça ne suivra pas. Donc c'est de pouvoir se dire que cette entreprise, avec ça, à travers sa culture d'entreprise et différents témoignages, je pourrais y travailler, je pourrais avoir un développement personnel, professionnel et y apprendre surtout. Donc là, pour l'instant, j'ai essayé de voir un peu, je dirais, quelques startups, quelques grandes entreprises vers lesquelles j'aimerais m'orienter après d'ici quelques mois, parce que ingénieur en novembre 2026, bien sûr, et ça fait toujours plaisir après 3 ans, je dirais, d'études. Et une question que vous avez posée tout à l'heure, non, je suis pas en apprentissage, je suis en parcours initial.
Du coup, le début de ma formation, c'était quelque chose que j'ai pas précisé, c'était en système agronomique et agroalimentaire durable au Sud. Donc, c'est vraiment spécialisé pays du Sud. Donc voilà, donc à Montpellier, il y a cette partie ingénieur agro. En première année, il y a le tronc commun ingénieur agro. Et une autre partie ingénieur agro, mais spécialisée pays du Sud, donc que ce soit Afrique, Amérique latine. Parce que voilà, notre parcours ou nos universités nous permettent d'avoir une certaine ouverture à l'international qui est vraiment superbe à travers les différentes formations, à travers les mobilités, les Erasmus. Donc voilà. Ok, merci. Et alors, de la même manière, toi, maintenant que tu es en troisième année, quel conseil tu pourrais donner aux étudiants qui se posent des questions aujourd'hui? Quelle information, astuce tu aurais voulu avoir si tu avais été à leur place? Moi, je dirais de pas se fermer les portes, de pas se dire que j'ai fait un BTS agro, j'ai fait un BTSA, je pourrais pas y arriver. Faut pas se poser de limites. Faut se dire que à partir du moment où vous avez une certaine motivation et que vous êtes prêt à y arriver, vous allez y arriver. Donc, c'est vraiment le gros, je dirais, du truc. Donc, quand vous postulez dans une école, c'est d'avoir la motivation, d'être prêt justement à montrer cette motivation-là. Et c'est ce qui fait tout. Parce que moi, par exemple, mon admission a été faite plutôt sur dossier. C'est vraiment la motivation que j'avais derrière à travers mes projets personnels, professionnels et ce que je faisais, ce que j'avais eu à faire et que je voulais faire qui a poussé mes encadrants, que ce soit les professeurs, l'administration, à se dire que j'avais un bon profil pour accéder à l'établissement. Et de ne pas se limiter aussi sur l'aspect compétence. C'est vrai que des fois, il y en a, ils se disent que j'ai pas fait maths, donc je pourrais pas, ou j'ai pas fait ceci, donc je pourrais pas. Moi, je me dis que non. Il y a plein de personnes de ma promo que je connais qui ont des parcours encore plus atypiques que cela. Ils ont pas du tout fait ni de prépa, ni de BTS. Ils ont fait la fac, ils ont pu intégrer une école d'ingénieur et aujourd'hui, certains, ils ont fini, d'autres, ils ont de super postes. Ils sont des ingénieurs ingénieux, comme on aime tant dire. Et voilà, donc c'est vraiment être motivé et ne pas se fermer les portes. Parce que l'agroalimentaire a quand même, le métier d'ingénieur agroalimentaire, agro plutôt, globalement, a quand même une très grosse palette de métiers qu'on peut faire à la fin, en passant par l'agrofourniture, la recherche, les coopératives, les banques, assurances, ONG, bref, il y a tout plein de choses qu'on peut faire. Donc, c'est vraiment se dire que si j'ai envie de le faire, bah, je vais le faire. Super, merci beaucoup Abdelaziz. Je vais demander du coup à Timothée de monter sur scène. Bonsoir à tous. Eh bien, Timothée, je te laisse pareil te présenter. Quelle école tu as faite, quel spé, quel lycée, par quel lycée agricole est-ce que tu as fait une classe agro-véto? Enfin voilà, je te laisse te présenter. Du coup, je m'appelle Timothée Lambois. Donc pour commencer un peu mon parcours, moi j'ai commencé sur un parcours très classique. Donc moi je suis parisien de formation. Donc j'ai fait un bac S et c'est en terminale où j'ai découvert le monde forestier lors d'un stage. Et donc j'ai tout de suite voulu rentrer dans le pratique en intégrant du coup un BTSA gestion forestière en Corrèze à Mémac pour ceux qui sont au courant. Mais en intégrant ce BTS-là, j'avais pas vraiment envie de m'arrêter à uniquement un BTS. Dans l'idée, c'est que pour moi, j'avais besoin de partager aussi mes compétences, j'avais besoin de partager mon avis. Et l'une des façons que j'avais trouvé de pouvoir effectuer ce partage-là, c'était donc de passer par une école d'ingénieur agronome. Qui permet aussi de mélanger différentes disciplines, différentes compétences, que j'étais à Bordeaux Sciences Agro, où j'ai pu, donc, avec des amis, voilà, intégrer différentes formations. Donc, j'étais en forêt. Après, j'ai des amis qui étaient dans le vin, j'ai des amis qui étaient dans la production maraîchère. Donc c'est pareil, ça permettait d'avoir voilà, une vision un peu d'ensemble. Et si j'en viens donc à cette photo qui peut prêter à sourire, c'est une photo qui était qui a beaucoup de symbolique pour moi parce que effectivement c'était ma dernière à la fin de ma troisième année d'école d'ingénieur que j'ai terminé en septembre 2024. C'était la dernière expertise sur laquelle j'ai pu travailler. Parce qu'il faut savoir que quand j'étais en BTS, en école d'ingénieur, pardon, j'étais en école en alternance, donc à la Société forestière de la Caisse des dépôts à Paris. Et j'étais donc
travaillé au sein donc de la direction qui gère les investissements pour l'entreprise et on était amené à voyager. Donc du coup, c'était ma dernière sortie le terrain à la fin de mon école d'ingénieur et ce qui plus est dans une forêt qui était assez emblématique puisque c'était une forêt de 4600 hectares. euh, dans l'Est. Et là, c'était ce que je montre, en fait, c'était une bourrelet de cicatrisation donc sur un des chênes d'une balle qui avait été tirée, qui avait terminé dans cet arbre lors de la guerre 14-18. Voilà. D'accord. Et alors, toi, la vocation à ingénieur agro, ça t'est venu comment? Alors, la vocation Général Agro, c'est arrivé dès le départ, en fait, de mon orientation dans la filière forêt-bois. Donc, comme je le disais, je voulais travailler dans le concret, mais je voulais pas m'arrêter à simplement faire un BTS. Et j'ai eu la grande chance, en postulant donc, pour l'école d'ingé, enfin, pour mon BTS, pardon, Corrèze à Mémac, on me présente la préformation qui est une préparation pour l'école d'ingénieurs agronomes qui est proposée à toutes les écoles de région Nouvelle-Aquitaine et qui nous permettait, donc pendant la deuxième année de BTS, de préparer le concours, enfin, le concours en école d'ingénieur par voie de l'apprentissage. Et donc, à la base, effectivement, moi, je voulais plutôt passer par une prépa ATS à la fin du BTS. Et là, je me suis dit, mais pourquoi pas combiner 2 années en une pour essayer, pour gagner un peu de temps, parce que j'avais pas forcément envie de prolonger très longtemps les études. Et donc, c'était un peu le début. Et après, en creusant, j'ai vu les possibilités qu'offrait la formation, et notamment de pouvoir travailler dans des milieux de cadre supérieur. Voilà, j'avais vraiment cette volonté-là aussi d'avancer dans cette formation. Voilà. Et aujourd'hui, ton quotidien, c'est quoi ton quotidien en tant qu'ingénieur forestier? Alors, bah, à la suite du coup de mon alternance que j'ai pu effectuer à la Caisse des dépôts, donc je suis resté sur la partie financière de la forêt. En fait, cette partie-là, je l'ai découverte en école d'ingénieur. Je la connaissais pas du tout en rentrant, et donc je suis resté donc dans ce milieu-là. Et aujourd'hui, je travaille alors, je travaille plus pour une entreprise qui est libellée, qui travaille dans l'agronomie. Je travaille dans une société financière qui investit du coup dans les classes d'actifs naturels dont font partie la forêt. Et donc mon quotidien aujourd'hui, bah, c'est visiter enfin, des forêts avec des gestionnaires pour qu'on puisse discuter un peu bah, des visions de l'entreprise, des visions de nos clients et de ce que eux peuvent nous apporter au quotidien. C'est voilà, vérifier que notre gestion aujourd'hui elle est vertueuse, que aujourd'hui on a un réel impact. Ça touche, c'est très 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 varié, c'est très très varié. Ça va de la présentation pour des clients, ça va de la visite en forêt. Ça va de la gestion de factures, de baux de chasse. Enfin, c'est très, très varié. Et ça me permet, voilà, c'est quand même un poste qui aujourd'hui, j'ai réussi à pouvoir rentrer à ce poste-là grâce à l'école d'ingénieur et à la formation qui m'a été prodiguée pendant 3 ans. Même question, astuce ou conseil que tu aimerais donner à ceux qui t'écoutent? Astuce, toujours, voilà, comme ça a déjà été dit, en fait, c'est un peu générique, mais vraiment toujours rester ouvert, essayer de comprendre. J'ai eu effectivement, donc, dans mon parcours, la chance de pouvoir rentrer en école d'ingénieur par la voie apprentissage et surtout pour rentrer, parce que je voulais faire la filière forêt-bois de Bordeaux. Et on a la chance, quand on rentre en alternance dans cette école-là, c'est qu'une fois qu'on rentre par la voie par laquelle on a envie, donc notamment l'alternance et la forêt, on y reste pendant les 3 ans. Il n'y a pas il y a pas de concours. Donc, c'est un choix qui permet d'être assez confort parce qu'on sait qu'on finira la filière forêt-bois, la spécialisation en forêt. Par contre, effectivement, je pense qu'il faut bien aussi être au clair avec ce qu'on a envie et pas non plus se fermer de porte comme ce qui a été dit. C'est-à-dire que s'il y a une hésitation, s'il y a un choix, il ne faut pas hésiter à prendre une voie, la voie concours voie A, pouvoir voilà, essayer différentes matières, différentes formations, discuter avec les autres. Et en fait, au cours des années, on fait mûrir son projet professionnel qui peut être un peu balbutiant au départ. Donc vraiment être vraiment très très ouvert et discuter un maximum avec plus de personnes possible. Voilà. Super, merci beaucoup Timothée. Je vais demander à François de monter sur scène aussi. Bonjour à tous.
Ben pareil, je vais te laisser te présenter, par quel lycée t'es passé, quelle école tu as fait, quel spé, et là, que fais-tu? C'est assez. Ça m'a fait un peu bizarre parce que, en fait, quand j'ai écouté Timothée, je me suis retrouvé 20 ans, il y a 20 ans, quoi. J'ai un peu le parcours, un peu le même genre de parcours. Où j'avais fait un bac, alors à l'époque, ça s'appelait un bac C, c'était maths physique. Et puis j'ai essayé de faire une prépa bio à l'époque. Bon, je me suis arrêté en maths sup, je n'ai pas pu passer en maths spé. Et je suis parti en BTS gestion forestière à Mirecourt dans les Vosges. Et là, je suis allé là parce que j'ai toujours été dans le milieu agricole, forestier, etc. Donc c'était un peu ce que j'avais toujours eu envie de faire. Et en BTS, donc j'ai eu la chance des anciens membres du BTS de Mirecourt qui avaient continué en école d'ingénieur sont venus nous présenter la filière post-BTS quoi, pour rentrer en école d'ingénieur. Ce que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Puis à l'époque, il y avait peu d'Internet, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est comme ça que je suis rentré en prépa post de BTS et après à l'ENSAIA, donc sur la filière agronomie. Donc, voilà Et puis de là, je suis parti tout moi, ce qui m'intéressait. Pourquoi j'avais continué après le BTS, c'était pour l'aspect financier, économique de tout ce qui était en rapport avec l'agronomie, la forêt. Et donc, j'ai fait mon stage de 6 mois de fin d'études dans une entreprise qui faisait des audits technico-économiques pour les agriculteurs. Et puis, ils m'ont embauché. J'y suis resté une dizaine d'années. Et puis, de là, je travaillais beaucoup avec les banques. Et quand j'avais fait le tour au bout de 10 ans, et ben, les banques m'ont proposé de venir. Et donc, je suis rentré dans la banque en 2008. Donc, ça fait une quinzaine d'années que je suis dans la banque. Alors, au début, sur le marché agricole, et puis progressivement, au niveau commercial, au niveau d'engagement, et puis progressivement, dans la banque au sens, on va dire, général du terme, quoi, au fur et à mesure, je dirais, de la prise de responsabilité, l'évolution de carrière, etc. Et ça peut, et des agros dans la banque, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. Ah oui, bah, moi, par exemple, là aujourd'hui, je suis responsable de l'équipe alors je travaille pour le Crédit Mutuel, hein, je ne sais plus si je l'ai dit, mais je suis responsable du marché agricole, donc entre autres, sur la Meurthe-et-Moselle. Et donc sur 6 membres de l'équipe, j'en ai toujours un ou deux qui sont ingénieurs agro. J'ai des anciens collègues qui étaient avec moi à l'école. Moi, je suis sorti en 2001 et qui sont donc dans des banques concurrentes, au Crédit Agricole. Voilà. Donc, on va dire, on est un certain nombre. Et j'ai un collègue qui aujourd'hui qui a fait l'ENSAIA, que j'ai pris en stage et qui avait fait lui un DUT et qui aujourd'hui, qui travaille, qui m'a remplacé, qui travaille aux engagements. Donc, on est un certain nombre. Et en fait, la banque offre de nombreux postes, avec des possibilités de carrière qui sont très diversifiées. Et on va dire, on peut évoluer. Et si, quand j'ai commencé mon BTS gestion forestière à Mirecourt, on m'avait dit que je terminerais dans la banque. Enfin, je terminerai, je ne sais pas si je vais terminer dans la banque, mais qu'un jour je travaillerai dans la banque, je pense que je n'aurais pas cru. Justement, là, ta formation agro à l'ENSAIA ou la formation ingénieur agro en général, qu'est-ce qu'elle t'a apporté au final parce que tu as pu cheminer, avoir un parcours professionnel varié. Qu'est-ce que tu retiens là, de cette formation agro? Qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Au niveau technique, rien. Mais j'ai appris à apprendre, j'ai appris à aborder des problèmes et chercher des solutions. Et ça, entre un BTS et un ingénieur, la différence, elle est là pour moi. C'est-à-dire
en BTS, on apprend on va dire des recettes de cuisine. Et je dirais qu'en école d'ingénieur, on essaye de les inventer, quoi. Voilà. Et en fait, c'est une ouverture d'esprit qu'on apprend à s'adapter. Et c'est l'adaptation, quoi. Bon, et rétrospectivement, parein, quel conseil t'aurais voulu avoir si tu avais été à la place des étudiants, ou in fine, toi, quel conseil aussi tu pourrais leur donner par rapport à ton parcours? Bah, je pense que maintenant, ils ont, avec le développement des nouvelles technologies, hein, on va dire Internet au sens général du terme, donc il y a une bonne diffusion de l'information. Ce genre de choses, moi, il y a 25 ans, ça n'existait pas, hein. Donc, en fait, il fallait tomber dessus avec un peu de hasard. Et donc, ça va recouper ce que tout le monde a dit jusque maintenant. Ce qu'il faut, c'est être curieux et chercher à comprendre, et puis choper l'information quand elle passe. Et puis après, c'est un peu de travail, de la conviction, et puis un peu de chance, et puis on chemine, quoi. Voilà. Mais ce qui est important, on va dire, l'intérêt de la formation ingénieur agro, franchement, c'est la réflexion. C'est apprendre à réfléchir, à aborder les problèmes sans, on va dire, sans crainte, et puis chercher des solutions, quoi. En tout cas, un grand merci, François, pour ton témoignage. Et Ouais. comme tu l'as dit, ingénieur agro, ça mène à tout. Et ça a été dit aussi par les différents intervenants. Euh, L'ingénieur agro va trouver des solutions pour tous les secteurs d'activité. Et par rapport à cette sensibilité au vivant, dites-vous que vous trouverez forcément chaussures à votre pied par rapport à ce qui vous fait vibrer grâce à ces formations. En tout cas, encore un grand merci, François. Isabelle, je vais te laisser Bonjour. te présenter pour Voilà, nous détailler un peu ce qui se passe dans la formation et dans la vie étudiante. très bien. Donc bonjour. Donc je suis directrice des formations de la vie étudiante et de l'orientation donc à l'Institut Agro Rennes-Angers. Il fait partie donc du groupe Institut Agro donc qui regroupe les écoles de Montpellier, Dijon et donc Rennes-Angers. Donc je n'interviens pas aujourd'hui au nom de l'Institut Agro ou de mon école, mais je représente les autres directions formation des écoles d'agro au sens large. Donc, l'objet de ma présentation va porter sur comment s'organise la formation donc d'ingénieurs agro dans nos écoles. Donc, quelle est son architecture et puis je parlerai également comme tu le souhaitais, Julien, donc de la vie étudiante, qui est aussi un élément très important de votre vie d'étudiant. Donc, en fait, quand vous arrivez dans nos écoles, hein, donc en L3, donc en première année du cycle d'ingénieur en 3 ans, vous arrivez donc soit en formation initiale ou en apprentissage. Donc, j'ai vu qu'il y avait énormément de questions sur la voie en apprentissage. Donc, c'est deux concours différents. Et enfin, je pense que Stéphane en parlera tout à l'heure, mais vous pouvez passer les deux concours. Donc, nos formations sont semestrialisées, donc au sein de nos écoles. Donc, l'architecture générale, c'est donc la première année, généralement une année d'approfondissement des connaissances scientifiques dans les champs disciplinaires des sciences biologiques et agronomiques, les sciences physiques, chimiques, mathématiques et statistiques, les sciences de l'ingénieur, les biotechnologies, les sciences de la terre, du sol et de l'environnement, sans oublier les sciences économiques, sociales et de gestion. Donc, en règle générale, dans nos formations, il est souvent proposé des remises à niveau donc pour les étudiants qui en ont besoin, donc plus particulièrement dans les domaines des mathématiques et sciences physiques, par exemple. Durant cette première année, vous allez recevoir une initiation aux problématiques socio-professionnelles, donc en agronomie, l'impact des transitions, la démarche scientifique également. Et ce qui est également important, c'est de ne surtout pas, comment dire, négliger les langues vivantes. Les langues vivantes sont très importantes puisque 2 langues vivantes sont obligatoires, dont l'anglais en LV1
puisque l'obtention d'un niveau B2 en anglais conditionne la délivrance du diplôme d'ingénieur. Ce que je peux dire également, c'est que chaque année est ponctuée par un stage, donc qui porte sur 4 semaines jusqu'à 6 mois, par exemple pour le stage de fin d'études. Donc la deuxième année de formation en M1 est l'année de la maturation du projet professionnel pour les étudiants à travers des enseignements de pré-spécialisation. C'est également l'année où la plupart des étudiants vont réaliser leur mobilité à l'étranger. Donc, il faut savoir que 16 semaines de mobilité sont obligatoires au sein de nos écoles, 16 semaines au minimum, et idéalement 20 semaines, correspondant à la recommandation de la commission d'éthique d'ingénieurs, et 12 semaines à l'étranger pour les apprentis. Donc, durant ce semestre 8, qui correspond à un parcours de pré-spécialisation avec un tronc commun sur quelques enseignements et des modules optionnels pour approfondir un sujet ou en découvrir d'autres, on va approfondir des connaissances scientifiques, techniques et professionnelles. Donc, c'est également des enseignements à la méthodologie de la recherche sont également organisés durant cette année. C'est également l'année entre le M1 et le M2 où l'étudiant peut faire le choix de faire une césure d'une année, donc césure en autonomie ou césure encadrée. Donc c'est l'occasion en fait pour les étudiants de vivre une expérience personnelle ou pré-professionnalisante. Donc c'est vraiment un moment qui est particulièrement apprécié euh, des étudiants dans nos écoles. Et puis enfin, la troisième année donc, de M2 correspond à la dernière année du cycle d'ingénieur, c'est l'année de spécialisation, donc avec un semestre de spécialisation avec la gestion de projet en fil rouge de la formation. Donc certaines spécialisations peuvent démarrer dès le deuxième semestre du M1. C'est le cas par exemple de la spécialisation en sciences halieutiques et aquacoles que nous proposons donc à Rennes. Ensuite, un semestre de stage de fin d'études en entreprise ou en centre de recherche pour mener à bien un projet d'ingénieur avec la remise d'un mémoire et de fin d'études et la soutenance de ce mémoire. Donc, la spécialisation peut s'effectuer dans une autre école que celle dans laquelle vous êtes inscrit. Donc, on a la chance d'être des écoles partenaires et nous avons la chance de pouvoir proposer à nos étudiants des mobilités dans les autres écoles selon la spécialisation que vous allez choisir. Donc certaines écoles sont par exemple spécialisées dans certains domaines. Par exemple, si je prends mon école, l'Institut Agro Rennes Angers, nous sommes spécialisés en horticulture, en paysage à Angers et dans les sciences halieutiques et aquacoles sur Rennes. Si ce sont les écosystèmes et les forêts tropicales ou la gestion forestière qui vous intéressent, vous allez plutôt choisir une dominante au sein d'AgroParisTech ou même Bordeaux Sciences Agro qui propose la filière forêt et bois comme cela a été évoqué tout à l'heure par Timothée. Et si vous souhaitez, par exemple, vous spécialiser sur les régions du Sud, ou la vigne et le vin, vous pouvez choisir de réaliser votre spécialisation à l'Institut Agro Montpellier. Donc, je ne fais que citer que quelques exemples, mais nos écoles proposent une diversité de thématiques, de domaines vraiment très intéressants et très riches pour les étudiants. Je voulais aussi aborder la question du handicap. Donc, nos écoles propose également des dispositifs de formation adaptés pour les étudiants en situation de handicap, pour leur permettre de suivre une scolarité adaptée. Donc ça, c'est aussi un élément important concernant l'inclusion dans nos écoles. Ça a été évoqué aussi tout à l'heure, mais la question des bourses et des aides, même quand on n'est pas boursier, on peut parfois rencontrer des difficultés durant la scolarité.
Et sachez vous pouvez solliciter les écoles, enfin nos écoles. Nous avons des dispositifs d'aide et de bourses qui peuvent vous venir en aide dans des cas, dans des situations vraiment compliquées pour vous. Puis abordons quand même un élément plus, j'allais dire, plus festif. Donc, dans nos écoles, donc il existe une vie associative riche et dense qui vous permettra également d'acquérir des compétences en marge de votre formation et de vous épanouir au sein donc d'un collectif sur des activités culturelles, des activités de solidarité, de développement durable, sportives et bien entendu festives. Donc vous trouverez une multitude d'associations étudiantes dans nos écoles. euh, qui participeront également donc à votre intégration au sein de nos campus. Vous avez également tout loisir de vous engager, donc au travers des associations, mais pas que, également au travers d'événements comme les salons étudiants, le salon de l'agriculture, auquel nos écoles participent également, des concours innovants aussi, ou même dans le cadre de projets agroécologiques et sociétaux, où vous pouvez également devenir étudiant entrepreneur au sein de nos écoles. Voilà, il existe aussi des possibilités d'hébergement sur nos campus. Donc ça également, c'est un élément important qui participe à votre bonne installation et au bon démarrage de votre formation dans nos écoles. Voilà, je pense que j'ai essayé de faire le tour très rapidement parce qu'effectivement, le contenu, le menu est dense. Donc, je suis à votre disposition si toutefois vous avez des questions. Un grand merci, Isabelle. Avec Je, plaisir. je vois qu'il y a déjà certaines questions qui ont été abordées et répondues dans questions-réponses. Encore une fois, si vous avez des questions spécifiques pour Isabelle, n'hésitez pas à les poser. Alors si je peux te poser une question quand même euh, qui vient d'arriver sur les sites des écoles que l'on peut retrouver. L'organisation Oui, des oui, matières et tout à stages fait, je viens proposés de dans les le différentes voir. écoles d'ingé, ouais. Oui, tout à fait. Et je pense que ce qui est quand même également important, c'est qu'on parle beaucoup d'agro, donc de la spécialité agro. Mais quand on parle d'agro au sens large. Donc il existe, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que lorsque vous allez faire votre choix, il existe différentes spécialités d'ingénieurs. La spécialité d'ingénieur agronome, qui est la plus connue, mais la spécialité d'ingénieur agroalimentaire, la spécialité d'ingénieur en horticulture et en paysage, puisque pour présenter les deux spécialités qui sont spécifiques à notre école. Bien, un grand merci. Je vais repartager mon écran pour présenter Delphine, que l'invite baquet est déjà sur scène, c'est parfait. Et Delphine, je te laisse te présenter. Bonsoir à tous. Donc moi je m'appelle Delphine Saliou. Je suis chef de pôle profil étudiant et insertion chez AgroParisTech. Donc en fait mon poste consiste à travailler sur le recrutement des élèves ingénieurs, donc en partenariat avec le service des concours, leur orientation donc académique et après professionnelle, et l'aide à l'insertion professionnelle. Et c'est cette mission-là qui m'amène ce soir, puisqu'en fait je vais vous parler de l'insertion professionnelle des ingénieurs agro qui sortent de nos écoles. Alors, j'ai choisi d'illustrer ça avec les chiffres issus de notre dernière enquête emploi, parce que je trouve que de manière générale, les chiffres, c'est assez parlant pour finalement, vous allez voir que je vais illustrer ce qu'ont dit les étudiants et les alumni qui sont passés un peu plus tôt. Vous allez voir en fait la diversité des possibilités et des métiers qui sont exercés par les élèves qui sortent de nos écoles. Et donc, je l'illustre avec les chiffres de notre dernière enquête emploi. Juste garder en tête que ces chiffres, les proportions peuvent varier d'une année sur l'autre et d'une école sur l'autre, mais ça montre de très bonnes tendances. Donc, les élèves qui sortent de nos écoles s'insèrent très bien dans le marché de l'emploi, puisque 2 ans après leur sortie d'école, on en a 90% qui sont en emploi, en sachant qu'une certaine partie d'entre eux peuvent poursuivre en thèse. Donc, c'est une insertion de qualité.
En termes de type de contrat, ce sont majoritairement des CDI, donc une insertion non seulement de qualité en nombre, mais aussi en type de contrat, sécurité de l'emploi, etc. En sachant qu'une certaine proportion d'entre eux signent même leur contrat avant la sortie de l'école. Ça veut dire que la plupart du temps, c'est un contrat signé dans le prolongement du stage de fin de cursus. Donc, si vous voulez, on peut continuer. Le slide d'après. Là, l'idée, c'était de vous montrer un peu exactement ce qui a été dit depuis le début, la diversité des secteurs d'activité, puisqu'on a des élèves qui vont travailler dans les sociétés de conseil, dans l'administration, dans l'industrie, donc notamment agroalimentaire, dans l'enseignement et la recherche, dans des bureaux d'études, dans l'environnement, dans des industries, dans la production, dans le commerce. Vous voyez des secteurs d'activité extrêmement variés. En termes de fonction, on retrouve à nouveau cette variété, puisque comme l'ont dit les étudiants qui sont passés un peu plus tôt, on a des étudiants qui vont être des jeunes diplômés qui vont aller travailler dans les études, dans le conseil, dans la recherche et développement, la recherche publique, la production, l'administration, ça va être dans la communication, l'informatique. Enfin voilà, il y a des postes extrêmement variés, énormément de possibilités, des possibilités aussi de mobilité et de changement de métier. Juste après, je vous donne quelques exemples de métiers. Alors, ce sont vraiment juste des exemples issus d'un peu toutes les écoles, puisque donc nos écoles préparent au métier du vivant et de l'environnement. Donc, on va avoir des diplômés qui vont travailler dans l'environnement, certains qui vont travailler plutôt dans l'agriculture, dans tout ce qui va être les exploitations viticoles, dans l'élevage. On a comme le disait Madame de Cavel avant, en fonction des écoles et des spécialités que vous choisissez, vous pouvez travailler dans des secteurs extrêmement variés, comme par exemple dans l'eau, dans la valorisation des déchets, donc dans la recherche, si vous continuez notamment en doctorat, dans la forêt, on en a déjà parlé. Mais dans la forêt, autant d'un point de vue de gestion des territoires que par exemple de gestion de la matière première. Donc c'est l'exemple ici de l'ingénieur construction bois. On a également des diplômés qui vont travailler, donc on a parlé de l'industrie agroalimentaire, mais à nouveau, on parle d'une industrie qui offre un panel de métiers extrêmement large, puisqu'on a des diplômés qui vont aller dans la recherche et développement, dans la qualité, dans la logistique, dans le marketing. Voilà. En fait, si on mixe l'ensemble des secteurs avec l'ensemble des métiers possibles, ça donne un panel de métiers extrêmement vaste à la sortie de nos écoles. J'ai été très rapide, mais finalement, je pense que c'était les messages principaux. Et là, ici, l'idée, c'était de vous montrer, parce qu'on a souvent la question, alors j'avais envie de vous le montrer, en termes de salaire. Les salaires, pareil, sont extrêmement variés en fonction des secteurs dans lesquels vous travaillez, avec évidemment des salaires un peu plus élevés dans le secteur privé, un peu plus bas dans le public, mais voilà, un peu plus bas aussi dans les ONG. Là, l'idée, c'était juste de vous montrer des tendances, parce que c'est des questions qui reviennent assez souvent sur l'insertion. J'ai été rapide. Est-ce que vous avez des questions à ce sujet, ou finalement, j'ai fait, je pense, qu'illustrer ce qui a déjà été dit avant. Est-ce que... Très riche, merci Delphine, parce que ça montre effectivement que l'ingénieur agro peut exercer dans énormément de secteurs d'activité avec Ouais. beaucoup de fonctions. Ouais. Encore une fois, ingénieur agro, c'est pas un métier, hein, c'est bien une formation, c'est un titre en fait. Et vous serez à l'aise en fonction de ce que vous souhaitez faire quand même partout où vous voudrez. Merci beaucoup en tout cas, Delphine. Anne-Marie, bonjour. Merci de monter sur scène. Et normalement, je vais départager mon écran pour que tu puisses partager. Parfait. Parce que là, par rapport aux questions que vous avez posées, effectivement, il y a la question donc du concours voie BTS, BTSA, mais après Stéphane du concours service concours Agroveto, on reparlera juste après. Mais ce qui nous semblait important d'aborder dans ce webinaire, c'était cette possibilité aussi des classes agrovéto. Donc, Anne-Marie, je te laisse te présenter et de réexpliquer un peu comment devenir ingénieur agronome avec un BTS, BTSA. D'accord, merci. Bien, donc merci pour la qualité vraiment des présentations. Là, à plusieurs moments, je me disais, mais waouh, mais c'est fou là ce qu'il raconte, mais ça résonne exactement avec une partie des éléments que je vais vous donner pour vous présenter justement cette fameuse classe agrovéto dont on a parlé depuis le début, plus ou moins évoqué.
Et préciser que par rapport à l'ATS Bio, donc, qui est une prépa qui a été évoquée, il s'agit finalement de la nouvelle formule. Hein, donc l'ATS Bio n'existe plus, elle a été remplacée par l'agroveto. Donc moi je suis Anne-Marie Sachet, je suis professeure de mathématiques en classe agroveto au lycée Théodore Monod, donc campus Monod Heureux, à côté de Rennes. J'ai préparé cette présentation avec ma collègue Angélique Le Sueur, qui elle est professeure de physique-chimie en classe agroveto aussi, au lycée Le Paraclet, donc à côté d'Amiens. Alors, donc la classe agroveto, pour y voir clair, je vous présente ce petit schéma. Donc, pour la plupart d'entre vous, vous êtes en BTS agricole ou en BTS, probablement en deuxième année. Si vous êtes en première année, ben, c'est très bien d'anticiper. Donc là, je vais expliquer ce qui se passe quand on est en BTS deuxième année. Vous avez donc la possibilité donc d'intégrer une école vétérinaire ou une école d'ingénieur agro en passant un concours agro ou un concours veto qui va être réservé aux BTS et BTSA. Donc concrètement, vous les BTSA, BTS de deuxième année actuellement, bah, vous avez la possibilité de vous inscrire à un concours là à partir de la fin décembre, passer des épreuves au cours de la fin de cette année scolaire et avoir la possibilité fin mai de déjà savoir si vous êtes admis en école veto ou en école d'ingénieur agro. Par contre, admis, il y a un petit truc à savoir, c'est que ce ne sera pas pour septembre 2027, mais auparavant, en septembre 2026, vous aurez donc votre place dans une des 10 classes agro-veto, qui sont des classes préparatoires, non plus des classes préparatoires à un concours, c'est ça la grosse différence, il n'y a plus la pression du concours, et ce sont vraiment des classes préparatoires aux écoles, enfin aux études dans les écoles que vous allez intégrer. C'est donc un parcours 100% sécurisé. Les diplômes concernés sont bien tous les BTS agricoles, sauf les BTS technico-commerciaux et développement et animation des territoires ruraux, et certains BTS de l'éducation nationale, c'est-à-dire les BTS qui ont une dominante biologie et ou une dominante chimie. Alors, la nouvelle classe agroveto, juste en quelques mots pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout, et vous l'avez entendu avec un des témoignages tout à l'heure, ce sont des classes à effectifs réduits. 15 étudiants, 16 ou 17 vraiment grand maximum comme cette année heureux. Donc ce sont des classes où tout est fait pour qu'on soit au plus près des besoins des étudiants pour les faire progresser et vraiment les préparer au mieux à ce qu'ils vivront ensuite en école. C'est bien une année de remise à niveau, c'est un petit peu comme une classe préparatoire intégrée, sauf qu'on n'est pas encore orienté vers telle ou telle école d'ingénieur agro. C'est donc une année de remise à niveau dans les matières scientifiques, en anglais, en lettres philo également. Vous aurez l'occasion de réaliser plusieurs projets de groupe. Donc ça résonne vraiment avec ce qui nous a été présenté de la part de certains étudiants en école. Vous serez évalué 50% contrôle continu, 50% sur 2 périodes de partiels. Et à l'issue de ces évaluations, vous aurez donc une note moyenne qui vous permettra d'être classé tous les étudiants de classe agroveto pour ensuite être affectés en fonction de votre classement et des vœux que vous aurez exprimés, donc pour être affecté dans l'une des écoles, soit d'ingénieur agro si vous avez été admis au concours agro, soit des écoles vétérinaires si vous avez été admis au concours des écoles vétérinaires. Alors, il y a 10 classes agroveto en France, donc les voici. Il n'y a pas de concurrence entre nous, on ne vous prépare plus à un concours, donc souvent les gens choisissent en fonction de critères géographiques ou anti-géographiques, parce qu'on peut très bien avoir des étudiants qui ont envie pendant cette année de traverser la France et de changer d'environnement avant d'entrer en école. Voici les écoles d'ingénieurs agronomes publics que vous pourrez intégrer après avoir fait cette année de classe préparatoire. Donc attention, il ne faut pas croire que sous prétexte qu'on est dans l'agroveto de Rennes, par exemple, on est fléché pour intégrer l'Institut agro de Rennes. Hein, toutes les classes agroveto permettent d'intégrer n'importe laquelle de toutes ces écoles d'ingénieurs agro. Donc, et il vous reste 1 an justement pour affiner votre projet, pour pouvoir choisir quelles sont les écoles qui vous intéressent le plus en fonction de l'état de votre projet professionnel à ce moment-là.
Alors, il y avait des questions aussi tout à l'heure sur les concours, hein, et donc peut-être pour y voir clair entre apprentissage ou pas apprentissage et puis veto ou agro. Sur la partie droite de ma diapo, voici quelques chiffres sur le concours vétérinaire. Donc là, ce sont les chiffres de 2025. Le nombre de places là en 2026 ne va pas changer, c'est 52 places. C'est bien un concours qui est réservé au BTS et au BTSA. Ça, les 52 places, ça assure tous les ans 52 étudiants en école vétérinaire. Aujourd'hui, notre propos, c'est plutôt les écoles d'ingénieurs agro. Donc, sur la partie gauche de la diapositive, vous avez les deux concours apprentissage que vous pouvez passer dès cette année en BTS deuxième année. Donc, soit le concours apprentissage, mais attention, vous serez en concurrence avec des étudiants qui sont actuellement en BUT ou en licence pro, ou le concours BTS-BTSA, qui est réservé une fois de plus au BTS et au BTSA, et donc qui vous permettra d'intégrer définitivement votre école à plus un an et en étant passé auparavant par la classe agro-véto. Juste avoir une vision sur le calendrier et après je reviens à la classe agro-véto. Donc juste savoir, mais les personnes du service des concours vous le rediront. Donc la notice qui sort début décembre. Après, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 semaines pour vous inscrire et faire toutes les démarches. Une épreuve écrite au mois de mars, des résultats d'admissibilité qui seront proclamés, qui seront diffusés en avril, avec des épreuves orales fin avril, début mai, des résultats courant mai, vous voyez, donc fin mai, vous savez déjà si vous êtes, si en 2027, vous savez déjà que vous serez en agro ou que vous serez en veto. Hein. Et dans le même temps, ben, vous aurez votre affectation pour une des classes agro-veto. Donc voilà, je pense que c'est clair pour tout le monde. Maintenant, alors, à quoi sert cette nouvelle classe agro-veto? Donc, c'est apprendre à résoudre des problèmes. Je pense que ça a été cité par beaucoup d'intervenants. Pourquoi? Bah, c'est exactement ce qu'on va attendre d'un futur ingénieur ou d'un futur vétérinaire d'ailleurs, c'est être capable bah, de se confronter à des problèmes, des situations complexes qui vont à chaque fois être liées au domaine du vivant. Pour cela, vous avez besoin de maîtriser des concepts et des méthodes fondamentales des domaines scientifiques, savoir argumenter, raisonner, et puis communiquer aussi, que ce soit en français ou en anglais. Alors, les matières, je n'ai pas le temps de développer chaque diapo, mais bon, là, vous voyez que donc, dans le bloc humanité, donc, il y a lettres et philo. Donc là, j'ai mis en gras quelques mots-clés. Donc, Madame Bossy, au niveau de son introduction, a bien évoqué tous les défis qui se présentent à nous dans l'avenir. Donc, on est en plein dedans. Donc, l'autre discipline du bloc humanité, donc, c'est l'anglais. Hein, donc avec l'objectif de vous amener à un niveau B2 dans les 5 activités langagières. C'est bien ce niveau qui est requis pour valider définitivement votre diplôme d'ingénieur à plus 3 ans. Biologie, écologie. Alors, j'ai oublié de dire le nombre d'heures. Alors, en lettres philo, c'est 6 heures par semaine. En anglais, c'est 4 heures. Et dans chacune des 3 matières scientifiques, ce sera 9 heures. 9 heures, dont des TP. Donc, vous comprenez tout de suite que ça fait un emploi du temps qui est assez important. C'est le cas, c'est une année de travail, même s'il n'y a plus de préparation à un concours, ça reste une année où on travaille plus qu'en BTS, mais quand même un petit peu moins que dans une classe prépa classique et surtout sans la pression d'un concours. Je voudrais aussi évoquer les travaux interdisciplinaires de groupe parce que ça, c'est vraiment très important. Et donc, la classe agro-veto, hein, elle existe depuis l'année dernière. Donc, on a une promo qui est sortie. Adeline, qui est intervenue en début, est sortie de cette classe agro-veto heureux. Et donc, on a déjà de bons retours de nos étudiants sur cette expérience de ces travaux de groupe sur des projets. Ils ont été confrontés à un concret qu'ils ont choisi. Donc, il y a 2 travaux de projet. Donc, les travaux de PIMS, hein, c'est un projet interdisciplinaire de médiation scientifique. Donc, les étudiants travaillent en groupe pendant toute l'année et l'objectif, c'est de créer à l'issue de l'année ou en cours d'année un objet de médiation, un objet de communication scientifique. Ça peut être une vidéo, des ateliers à réaliser par un public dans un musée des sciences, dans une maison de quartier, dans une classe, lors des JPO. Et donc ça, c'est sur un sujet que eux choisissent. Il y a un autre projet qui est le projet ACES, donc activité collaborative en sciences. Donc là aussi, ils choisissent un thème, ils choisissent une problématique, et là, on va être plus axé sur l'aspect expérimental. Donc, ils doivent
créer leurs expériences, faire du recueil de données, être capable de les analyser en vue de répondre à leurs questionnements scientifiques. Et ça, c'est finalisé par la création d'un poster scientifique, comme il en est réalisé en école d'ingénieur. L'année dernière, par exemple, je vous donne juste comme ça des thèmes qui ont été abordés par nos étudiants. Donc, il y avait un thème sur la xénotransplantation, la fonte du permafrost, l'antibiorésistance, la relation homme-animal, le problème à trois corps, la méthanisation, la culture en aquaponie. Enfin voilà, c'est vraiment très très divers et c'est vraiment, ce sont vraiment deux activités qui sont très appréciées par les étudiants et qui les préparent aussi à certains aspects des études en école d'ingénieur agronome. Donc là, j'ai bientôt terminé. Donc, on a parlé de l'effectif, mais il faut savoir qu'en dehors de l'effectif, nous sommes dans toutes les classes agrovéto des équipes pédagogiques qui sommes, comment dire, expérimentées, hein. Ça fait des années qu'on préparait jusqu'alors des étudiants au concours, mais on a vu ce que sont devenus nos étudiants. On est persuadé enfin, on les accompagne, c'est-à-dire qu'on croit en eux, on croit en leur réussite. Il y a aussi l'accompagnement personnalisé. Donc l'accompagnement personnalisé, ça consiste en 3 heures par discipline, euh, par semaine, où le professeur est là pour accompagner au mieux les étudiants, tenir compte de leurs difficultés, les faire travailler, faire des exercices, faire un point sur leur méthode de travail pour les amener à progresser et obtenir peut-être des miracles comme notre jeune étudiante là, qui avait fait un BTS GPN, qui n'avait pas fait de maths depuis la seconde et qui disait, et finalement, j'y suis parvenue, j'ai eu la moyenne en fin d'année. Il y a également un temps d'accompagnement à l'orientation, hein, pour que vous continuiez d'affiner votre projet de façon aussi à pouvoir classer vos écoles selon vos vœux. Le contrôle continu, je l'ai évoqué un petit peu. Et puis, j'aimerais terminer avec ce témoignage de Vianney, qui est un ancien étudiant de prépa, qui résume de manière tout à fait naturelle son année de prépa sur ce que ça lui a apporté. Voilà, rigueur, efficacité, goût de l'effort, des amis et tous les jours. Les 4 lui sont utiles professionnellement et de manière personnelle. Merci beaucoup Anne-Marie pour la présentation. Et je pense que ça reclarifie un certain nombre de questions qui ont été posées. De la même manière, si vous avez des questions pour Anne-Marie, n'hésitez pas à les poser dans questions-réponses. Et pour terminer ce webinaire, je vais passer la parole à Stéphane Lebrigand du service concours Agroveto. Alors, il y a une très bonne chose, c'est que Anne-Marie Sachet a déjà évoqué tout un tas de points sur lesquels on va pouvoir passer assez promptement. Attendez, je vous prie de m'excuser. Je vais mettre en plein écran. Voilà. Alors, j'espère que vous voyez correctement mon écran. Donc, on a parlé des diplômes éligibles. Donc, on a bien dit que tous les BTSA sont éligibles. Pour les BTS classiques, vous avez la liste à l'écran. Donc, c'est évidemment ceux qui sont les plus courants, hein, les plus présents sur nos concours sont ceux qui ont trait à la biologie, mais évidemment, d'autres domaines sont éligibles. Pour les étudiants qui auraient des diplômes de type technicien supérieur, mais qui ne rentreraient pas dans le cadre, ou des diplômes étrangers du même type, comme on a eu l'intervention un peu plus tôt d'un de nos étudiants, vous pouvez passer par la commission VES, validation des études supérieures, qui se tiendra très prochainement, début décembre, avant l'ouverture des inscriptions. Donc, cette commission permet d'autoriser des étudiants hors cadre éventuellement à participer au concours. Pour ce qui est du détail des places offertes, alors moi on a vu le nombre de places. Enfin, certains ont pu vous répondre parce qu'ils sont directement dans les écoles. De mon côté service des concours, on attend la publication des places pour la session 2026, mais vous avez les places, le détail des places dans les différentes écoles en 2025. Donc, vous voyez que pour certaines écoles, on a plusieurs cursus dans un même établissement. Je pense notamment à Rennes-Angers, avec une spécialité agronomie, une spécialité agroalimentaire et la spécialité horticulture et paysage qui, elle, est à Angers. À Dijon, il y a également 2 cursus, agronomie et spécialité agroalimentaire.
Et donc, les colonnes que vous voyez ici sont les places offertes sur le cursus voie BTSA, BTS, et les places offertes sur la voie apprentissage du concours avec intégration directe, mais en cursus en alternance. Alors, j'ai peur d'avoir raté une diapo. Alors, on a vu quelques statistiques qui ont déjà été présentées. Alors, comme on disait, les inscriptions vont ouvrir le 8 décembre 2025 avec une fermeture précise au 12 janvier 2026. Donc, rubrique les concours s'inscrire. Pour l'instant, les liens ne sont pas actifs, mais il ne faudra vraiment pas rater le coche, puisque les inscriptions hors délai ne sont jamais acceptées. Et donc, à la création de votre compte en ligne, vous pourrez choisir concours voie BTS à BTS, agro ou voie apprentissage, ou les deux, d'accord? Et donc, ce sera un certain nombre d'épreuves en commun et une procédure d'intégration commune avec une seule liste de vœux. Un petit rappel des coefficients, donc pour ce qui est de la phase d'admissibilité, la phase numéro 1, vous avez une sélection sur dossier. Donc, la sélection sur dossier, c'est une des épreuves d'admissibilité qui va être complétée par les épreuves écrites. Donc, cet examen de dossier, vous avez un seul dossier à déposer dans lequel vous devrez présenter vos différents projets, que ce soit agro, veto, apprentissage ou formation initiale. Il y a un seul PDF à déposer en ligne détaillant votre profil et votre projet, à essayer de mettre en cohérence tout ça. Toutes les pièces, j'ai vu qu'il y avait des questions sur l'évaluation des dossiers. Alors nous, on ne peut pas communiquer les barèmes, il s'agit de documents confidentiels et on ne voudrait pas avoir des candidats trop standardisés. Nous, c'est la diversité aussi des profils qui nous intéresse. Mais toutes les pièces obligatoires sont prises en compte dans la notation, sachant que voilà, un bon dossier, c'est un concours, un bon dossier va être déclassé par un très bon dossier qui lui-même, voilà, etc., etc. Alors ensuite, on a une épreuve écrite dite analyse et synthèse de documents techniques et scientifiques. Vous ne la passez qu'une seule fois le 10 mars matin et elle est prise en compte sur les deux voies, sur la voie apprentissage et sur la voie BTS à BTS, au coefficient 1, peu importe le concours. On voit sur le tableau que le dossier, lui, compte pour 2, au coefficient 2 pour la voie BTSA et uniquement coefficient 1 pour la voie apprentissage. Enfin, pour la voie apprentissage, il y a également une épreuve d'anglais à passer à l'écrit, coefficient 1, donc ça, ce sera le 10 mars après-midi. Et pour ceux d'entre vous qui seraient inscrits aux deux concours, il y a des QCM, donc il y a une épreuve de QCM d'une demi-heure à passer, donc 2 QCM. Et ces QCM ne comptent que pour la voie BTS à BTS et ne sont prises en compte qu'à l'admission. Donc on vous le fait passer le 10 mars, mais ce ne sera pris en compte qu'au moment du passage des mêmes. Et on va y venir. Donc, ce sont les mini-entretiens multiples. Alors voilà, vous avez un petit rappel du nombre d'admissibles après les épreuves écrites de l'année dernière. Donc, 267 sur la voie BTS à BTS et 439 pour la voie apprentissage. Alors, habituellement, on parle plutôt d'aptitude pour l'apprentissage. Sachant qu'après, les notes obtenues à l'admissibilité sont prises en compte pour le classement d'admission sur la voie BTS à BTS. Or, sur la voie apprentissage, il n'y a qu'un entretien de motivation avec le jury dans chaque école. Donc, pour la voie apprentissage, il y a 3 entretiens maximum, puisqu'on ne peut choisir que 3 écoles ou cursus. Et les épreuves se dérouleront du 27 avril au 16 mai 2026 en visioconférence avec un système de prise de rendez-vous en ligne qui ne sera accessible que pour les candidats qui auront été préalablement déclarés admissibles. Pour la phase d'admission sur la voie BTS à BTS, donc on a les QCM qui vont venir s'ajouter aux mêmes, donc en distanciel. Ce sont les mini-entretiens multiples avec un même système de prise de rendez-vous, mais là pour le coup ce sera que sur une semaine et 2 jours, puisqu'on aura le 1er mai qui sera férié. Donc du 27 au 30 avril, puis les 4 et 5 mai. Et donc, sur cette épreuve de mini-entretien multiple, il y a trois entretiens à passer. L'entretien professionnel agro, pour lequel vous devrez déposer un CV en ligne. L'entretien sur un thème d'actualité qui vous sera présenté. Et vous aurez un échange avec le jury sur ce thème. Et l'entretien sur travaux ou stages effectués en cours de formation. Donc, vous présenterez un travail effectué pendant votre BTSA ou votre BTS. Et donc, il faudra envoyer une note, une analyse de ce travail si vous êtes déclaré admissible au préalable en ligne.
Et donc là, l'épreuve dite mini-entretien multiple est affectée du coefficient 3 pour le classement d'admission. Et donc, coefficient 3 en incluant, bien sûr, ces trois entretiens et les mini-entretiens multiples. Pour ceux qui passent le concours veto, il y aura un entretien professionnel veto en plus, donc quatre entretiens en ligne. Ensuite, pour ce qui est de la formulation des vœux, donc ça, ce sera ouvert à partir du 1er mars et la fin des vœux, du classement des vœux, ce sera le 21 mai 2026. Alors, il faut absolument pas avoir de stratégie en se disant, bon, en fonction de mon classement, il vaut mieux que je mette ça en premier ou quoi que ce soit. Là, il faut vraiment vous fier à votre ordre de préférence, puisque les affectations se feront en fonction de votre rang de classement, du classement des candidats mieux classés que, enfin, des classements de vœux des candidats mieux classés que vous et de votre classement de vœux à vous. Voilà. Donc la procédure commune d'intégration débutera le 22 mai, le premier appel le 22 mai. Donc c'est un mois plus tôt que pour la session 2025. Donc là, il y a une petite erreur, j'ai mis 2026. Pour 2025, on avait commencé fin juin. Chaque candidat, donc, en gros, vous aurez une proposition d'affectation à laquelle vous pourrez répondre oui définitif ou oui, j'accepte cette proposition d'affectation dans une classe agro-veto ou dans une école voie apprentissage, mais j'attends quelque chose de mieux classé dans ma liste de vœux. Sachant que vous pouvez tout à fait interclasser des vœux apprentissage et des vœux en classe agro-veto post-BTS. Je vous invite à vous référer pour la préparation du concours au bilan, aux statistiques, au rapport d'épreuves et au sujet des sessions précédentes qui sont disponibles sur notre site qui s'appelle, donc c'est rubrique Espace les concours. Donc vous tapez concours agro-veto et normalement c'est le premier lien qui vous est proposé. Vous avez le logo en bas à droite. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Évidemment, j'ai répondu à un certain nombre de vos questions en ligne, mais n'hésitez pas à vous connecter sur ce site. Il y a un formulaire de contact. Donc, si vous avez des questions supplémentaires, on se fera un plaisir de vous répondre. Voilà. Merci Stéphane. Juste, je vais te prendre une ou deux questions. Une personne qui prévoit de passer les 3 concours, est-ce qu'il faut présenter 3 lettres de motivation différentes dans le dossier? Non, en fait, en gros, il y a ce qu'on appelle la fiche complémentaire au CV. Alors, vous verrez le détail des pièces à fournir, mais c'est en ce qui concerne la fiche complémentaire au CV qu'il faudra éventuellement faire une fiche complémentaire agro, une fiche complémentaire veto et une fiche complémentaire apprentissage pour agro-apprentissage. Voilà. Donc, il pourrait y avoir 3 parties sur cette partie-là, mais c'est bien un seul PDF à déposer en ligne. Une autre question, est-ce que le document complémentaire PDF pour compléter le dossier peut avoir une forme libre? Alors ça, ce sera spécifié. Alors si jamais il n'y a pas d'indication, je préfère pas m'avancer, mais en gros, on va avoir les notices là qu'on va publier le 1er décembre. Quand un document peut être sous forme libre, il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision en disant tableau ou une page maximum ou quoi que ce soit. Dans ce cas-là, c'est sous forme libre. C'est parfois même précisé. Et une autre question sur les concours écrits ont lieu où lors de la première phrase? Alors, la liste des centres, là, je ne peux pas vous la donner précisément, mais si vous regardez déjà, voilà, je peux peut-être essayer de vous les donner comme ça, mais ça va être assez difficile compte tenu du temps qui reste. Mais on a des centres d'écrit un peu partout, hein, dans toutes les régions de France en tout cas. Pour ce qui est du centre parisien, ce sera à Rungis, à l'espace Jean Monnet à Rungis. Mais maintenant, voilà, normalement, on a généralement les lecta qui proposent les classes agro-veto sont également centres d'écrit pour les concours, pour certains. Un grand merci Stéphane pour les précisions et encore une fois, comme tu l'indiquais, le formulaire de contact sur le site concoursagroveto.net, c'est le plus simple pour interagir. Et il y a pas mal d'éléments de toute façon aussi sur ce site. Et par rapport aux questions qu'il y a dans le chat ou les questions-réponses, ce webinaire sera mis en replay, on vous enverra le lien ainsi que le support de présentation. Encore un grand merci pour tous les intervenants, participants à ce webinaire d'information. Et je vais laisser le mot de la fin à Mireille Bossy pour clôturer ce webinaire.
Voilà, ben, en tout cas, vraiment, c'est webinaire passionnant. Merci Julien, merci toute l'équipe d'Agrignon pour l'organisation. Juste en 3 mots, parce que vous avez été bien attentifs pendant cette heure et demie, vous dire que la France manque beaucoup d'ingénieurs agronomes. Il nous manque à peu près 1000 ingénieurs agronomes par an. Il est temps maintenant que ça change, vu les enjeux planétaires qui nous attendent, et on a besoin des jeunes, on a besoin de vous, et on a besoin des BTS dans nos formations agro, parce que vous avez une formation de base de terrain très pratique qui vient compléter tous les autres profils et qui devient indispensable pour faire des bons ingénieurs agro. Donc voilà, donc j'espère que vous avez fait le plein d'informations. Et comme il vous a été dit, ne vous mettez pas de barrière, tout est possible. Il suffit d'avoir de la volonté, il suffit d'y croire et de se donner les moyens de faire un bon BTS, d'avoir des bonnes notes et de présenter un bon dossier bien motivé. Vous voyez, les écoles comme le SCAV, tout le monde est à votre disposition pour vous donner toutes les informations complémentaires dont vous auriez besoin. Ne laissez pas passer le coche des échéances et surtout de la foi que vous avez dans ce métier. Si vous êtes en BTS, c'est que vous aimez la nature, c'est que vous aimez l'environnement et que vous avez à cœur de défendre la planète et de rejoindre tous ceux qui se battent contre, voilà, contre toutes ces problématiques que l'on rencontre dans les changements agricoles, agronomes. Rejoignez l'équipe des ingénieurs agronomes. Et merci encore à tous et bonne chance pour la suite.